Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence sur le sujet d'entreprendre dans le café. Donc on va voir ensemble pendant 3/4 d'heure différents aspects de l'entrepreneuriat dans le milieu du café. Je suis Séverine Pertaïs-Rosset, je suis la cofondatrice et la dirigeante de monpetitbusiness.com, qui est un organisme dédié à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement dans l'entrepreneuriat culinaire et notamment l'entrepreneuriat dans les métiers du café. Et j'ai le plaisir d'être entourée aujourd'hui de Marie-Hélène Kennedy, qui est formatrice et consultante en entrepreneuriat. Philippe Foutel, tout à gauche, qui est courtier en financement professionnel pour le réseau Crédit Pro. Patricia L'Excellent, qui est déléguée générale du réseau Initiative France. Et Guillaume Langlois, enfin, qui est cofondateur et directeur général de Lusta Torréfacteur. Lutza. Pardon, Lutza, pardon. Alors, on va démarrer. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché du café est en plein boom, en particulier le marché du café de spécialité est en plein boom. Il y a énormément de candidats à l'entrepreneuriat dans ce secteur. On a coutume de penser que l'entrepreneuriat est un parcours du combattant en France. Est-ce un mythe ou pas? Marie-Hélène Kennedy, tu as à la fois l'expérience de l'entrepreneuriat pour avoir créé ton coffee shop en région parisienne, mais aussi l'expertise de l'accompagnement des entrepreneurs. Quelle est ta vision sur ce parcours entrepreneurial ? Alors bonjour à tous, donc Marie-Hélène Kennedy, effectivement moi après j'ai fait une reconversion professionnelle en 2015 après avoir fait une carrière dans l'assurance et j'ai fait une formation de barista et à l'époque je n'ai pas trouvé d'accompagnement pour la création d'entreprise, je ne connaissais pas mon petit business et j'ai dû mener mon parcours entrepreneuriat seule. J'ai fait une formation assez rapide à la Chambre de commerce de Paris. Et ce qui m'avait perturbée à l'époque, c'est que j'avais des intervenants spécialistes qui me parlaient très séparément des sujets, du parcours. Mais quand j'essayais d'avoir une vision globale de mon parcours entrepreneuriat pour créer mon coffee shop, je ne trouvais pas quelqu'un qui avait cette vision globale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le parcours qu'on propose, que ce soit mon petit business et Quirky Consulting, c'est cette vision transversale du parcours, puisqu'en fait, vous allez voir que pour ceux qui sont motivés pour créer un coffee shop ou une torréfaction artisanale, c'est qu'il y a un parcours à suivre. Et ce parcours, il est très simple. Il faut le faire dans un ordre et moi j'aime bien le présenter en... Je t'écoute, oui, vas-y. En plusieurs étapes et en partant de la dernière étape qui est l'étape de l'ouverture. Alors l'ouverture de votre torréfaction artisanale, donc c'est un l'ouverture peu, excuse-moi de te couper, c'est un peu un rétro-planning. Un rétro-planning, exactement. Donc j'aime bien présenter les choses comme ça parce que je pense que dans le parcours entrepreneuriat, on est perdu. On se dit comment je vais choisir ma structure juridique, comment je vais trouver mon local commercial, comment je vais trouver mon financement, on va en parler. Et en fait, dans le parcours, il faut partir de l'ouverture et faire un rétro-planning. Et donc, moi, ce que je propose de vous accompagner, c'est quand on part de l'ouverture, on se dit pour ouvrir, il faut que j'ai un local. Et donc, pour avoir ce local, il faut bien entendu que j'ai fait des travaux. Donc, il y a toute une partie qu'on va regarder qui va être le local commercial et comment trouver ce local commercial. Et on en parlera dans la recherche de financement. Ça va être un point déterminant pour pouvoir ouvrir votre coffee shop. Ça va être cette fameuse recherche du local commercial et donc du droit d'entrée. Donc on a toute une analyse de la situation, que ce soit d'un point de vue juridique, avec la compréhension du bail commercial, mais aussi un point de vue, moi j'aime bien pratico-pratique, c'est les points d'attention à regarder sur le local commercial quand vous allez rechercher un local, que ce soit en torréfaction ou en coffee shop.
L'étape d'avant, ça va être avant de trouver votre local, ça va être d'être capable de définir le type de local que vous cherchez. Et l'étape d'avant, pour avoir défini le type de local que vous cherchez, eh ben, c'est d'avoir très précisément fait votre business plan. Et en faisant votre business plan, vous allez mettre des chiffres précis qui vont être liés à la fois à votre capacité de mettre de l'argent dans votre affaire, dans votre projet, dans votre bébé, et à la fois des besoins auxquels vous allez vous confronter, qui vont être combien je dois investir dans une machine à café, dans mon équipement, dans ma décoration, dans ma trésorerie, etc. Donc dans l'accompagnement, on va travailler sur votre business plan, on va regarder vraiment précisément combien vous allez devoir investir, comme pour acheter un appartement, quelle est votre enveloppe globale. Et l'étape d'avant du business plan, c'est pour pouvoir mettre des chiffres, c'est votre concept. Quel est votre concept? Et aujourd'hui, bien souvent, les gens qu'on accompagne, ils ont une idée. Et nous, tout notre travail, c'est de vous amener de partir de votre idée pour arriver à un concept. Et le concept va vous permettre de chiffrer votre business plan qui vous permettra de trouver votre local et qui vous permettra d'ouvrir. Voilà, j'ai essayé de résumer au plus simple et au plus vite toutes les étapes dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Super, merci beaucoup Marie-Hélène. Guillaume, toi qui as un parcours d'entrepreneur, est-ce que pour Lootsa, tu as suivi ces étapes ou au contraire, tu as fait quelque chose d'un peu plus inédit? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, nous, on a suivi ces étapes. Hein. On n'a pas parlé de timing, mais souvent on sous-estime le temps que ça prend. Nous, pour arriver au premier concept de Lootsa, c'est 18 mois de travail. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que ce concept de Lootsa, justement? Ouais, alors nous, l'ambition, c'est d'emmener les gens vers la pré-capsule en ramenant un vieux métier qui est le métier de torréfacteur que beaucoup d'entre vous connaissent dans les quartiers. Donc on a commencé à Lyon en 2018, il y a 2 ans et demi, avec un premier magasin. On en a ouvert un deuxième à Lyon, puis un troisième, et puis Paris. On en a 7 maintenant. Et on s'amuse beaucoup dans ce qu'on fait. C'est pas simple parce que toutes les étapes dont Marie-Hélène vient de parler, elles sont à répéter à chaque ouverture. Et à chaque fois, il faut se remettre en question, revalider le concept. Parce qu'un concept, c'est évidemment une idée, mais c'est aussi une adéquation entre une idée, un quartier, des consommateurs. Et il faut que le concept soit un petit peu ajustable. On peut être borné, mais être borné dans le business, ça marche pas tout le temps. Donc il faut se remettre en question de façon permanente. Et c'est quelque part ce qu'il y a de plus dur. Il n'y a jamais d'acquis. Et ça, c'est pas simple. Tu parlais de délai à l'instant, 18 mois, c'est ce que tu as observé pour la création de ton propre concept? Ouais, pour nous, c'est au moins 18 mois. Il y a une réflexion. Moi, je suis dans le café depuis plus de 15 ans, chez Nestlé, qui est le numéro 1 mondial du café, dans pas mal de pays. Donc ça permet déjà de bien connaître un marché. Parce que voilà, pour commencer, il faut connaître son marché. Et il ne faut pas hésiter à aller voir des gens, à se balader, à voyager, à parler beaucoup et à lire aussi, mais on en apprend plus en parlant qu'en lisant, vraiment rencontrer des torréfacteurs, partager des problématiques. Beaucoup de gens ont les mêmes problèmes, donc c'est important de le comprendre, parce que c'est toujours mieux de le savoir avant que de le découvrir une fois qu'on a la tête dans le guidon. Et prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de vraiment organiser, parce que le jour de l'ouverture, il n'y a plus le temps de la réflexion. Hein. C'est vraiment, les journées n'ont que 24 heures et les 6 premiers mois, voire les 12 premiers mois, 24 heures, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment être le plus près possible et toutes les étapes dont Marie-Hélène a parlé sont les bonnes. Connaître son marché, valider son concept, valider son financement, valider son emplacement et puis derrière faire les travaux et ouvrir. Super. Tu parles de valider son financement. On a la chance d'avoir un expert du financement avec nous, monsieur Philippe Foutel. Aujourd'hui, le financement des concepts autour du café, comment ça se passe? Alors vous êtes courtier en financement professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques accompagnent toujours le financement de concepts dans le café, ou est-ce que la situation sanitaire fait que c'est même pas la peine d'y aller? Où on en est? Alors bonjour, Philippe Foutel, je suis courtier en financement professionnel. Je fais partie du réseau Crédit Pro.
Pour répondre très clairement, nos amis banquiers, oui, continuent à accompagner les projets, les créateurs. Ça a été très compliqué pendant la crise sanitaire ces 18 derniers mois, il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, on peut dire que globalement, il y a certaines banques qui ont vraiment joué le jeu et qui ont accompagné les créateurs. Pour répondre très clairement et pour synthétiser, on a toujours le même schéma directif quand un prospect vient nous voir pour un financement. Il y a 3 points qui sont fondamentaux autour desquels les banques travaillent énormément et sur lesquels les banques accentuent leur étude de dossier. Le premier point, c'est l'apport. Alors qu'aujourd'hui, crise sanitaire oblige, on est revenu à des vieux concepts, la règle des 80-20 ou des 70-30. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut grosso modo 30% d'apport. Par 30% d'apport, ça veut dire que le porteur de projet doit apporter 30% des besoins du projet. Le porteur doit apporter effectivement 30%. Alors, le porteur peut aussi se faire aider par, on pourra peut-être en parler, par des organismes comme le prêt initiative entreprise ou autres. Mais globalement, cette règle-là, elle est intangible, c'est 30% d'apport. Et le banquier lui financera 70%, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je rejoins ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure, c'est la qualité du projet, l'emplacement du local, ça c'est fondamental. Voilà, on est là aussi pour en parler avec le client et pour juger sur la qualité du projet. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment l'expérience professionnelle des prospects, des repreneurs. Voilà, il faut que dans leur expérience professionnelle, il y ait vraiment une valeur ajoutée de près ou de loin sur leur futur projet. Ça, c'est quelque chose sur lequel les banques sont très attentives aujourd'hui. D'accord. Et vous, en tant que courtier, quel est votre rôle par rapport à un banquier? Est-ce qu'un porteur ou une porteuse de projet va maximiser ses chances de financement en passant par un courtier? Alors, très clairement, oui. Très clairement, oui. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre très clair. Aujourd'hui, le prospect qui va dans une banque pour chercher un financement, la moyenne en termes de retour, c'est entre 2 mois et demi et 3 mois. Voilà. Nous en termes de courtier, moi j'ai coutume de dire que c'est un travail d'équipe. Voilà, moi je travaille avec des experts crédits qui sont au sein de chaque établissement bancaire, qui sont des vrais spécialistes dans tout ce qui est CHR, donc y compris le café, la restauration. Donc nous on a un retour de la part de ces experts entre 5 et 6 semaines, hein, Covid oblige. Avant on avait 4 semaines, aujourd'hui c'est 5-6 semaines. Mais l'avantage c'est qu'on échange. Voilà, on accompagne le porteur de projet, on dialogue avec lui. J'ai coutume de dire que c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà, on est là pour apporter notre valeur ajoutée parce que moi qui suis un ancien banquier, par exemple, j'ai travaillé presque 30 ans dans un établissement bancaire, je sais très précisément quels sont les ratios que les banques vont regarder attentivement. Et si vous voulez, quand on prépare un dossier, qu'on présente un dossier, on a bien évidemment travaillé tous ces éléments-là pour que le dossier soit vraiment carré de A à Z. Si on pouvait en citer 2 ou 3 de ces ratios que les banques vont regarder attentivement, qu'est-ce que ce serait? Alors, par exemple, le ratio de marge. Hein, voilà, les marges dans la catégorie du secteur, ce sont des choses que les banques regardent systématiquement. Le ratio de la masse salariale aussi. Ça, c'est les banques aiment bien regarder aussi ces ratios-là. Voilà, il y a plein de ratios. Voilà, on est là vraiment pour travailler sur tous ces aspects-là, les aspects financiers. D'ailleurs, nous, on travaille sur le prévisionnel. Hein, c'est-à-dire que le client vient nous voir avec son propre prévisionnel. Et nous, on retravaille ce prévisionnel parce que très souvent, les prévisionnels sont très ambitieux, à juste titre. Mais on est là pour recadrer les choses et pour les mettre dans le droit chemin, si je puis m'exprimer ainsi, pour que le dossier soit correctement présenté de façon prudente. Les banques aiment bien les projets prudents, pas trop ambitieux, surtout dans le contexte actuel. D'accord. Donc pour résumer, à la fois ça va accroître la qualité du dossier, mais en plus ça va diminuer le délai de réponse des Absolument, une vraie valeur ajoutée à ce niveau-là. Super. Donc là on a parlé de financement, de financement classique, de financement par la voie bancaire, mais à leur disposition, les porteurs de projets et les porteuses de projets ont aussi accès à des financements alternatifs. Et notamment par le biais de plateformes d'initiatives telles que le réseau Initiative France. Patricia, vous pouvez nous en parler puisque vous êtes la déléguée générale de ce réseau. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, le réseau Initiative, c'est en fait le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement à la création ou reprise d'entreprises. Donc, chaque année, on accompagne à peu près 18 000 entreprises
Et dans l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, café, hôtel, restaurant, c'est à peu près 2500 par an, moitié en création et moitié en reprise d'activité. Et donc tout ça, c'est possible parce que nous avons un réseau vraiment de proximité. On est présent dans 210 territoires, donc 210 associations indépendantes, 1000 salariés et 20 000 bénévoles qui vont se mettre à la disposition des porteurs de projets. Donc on intervient en général après vous, quand le porteur de projet est passé de l'idée à un projet d'entreprise. Donc nous, on va accueillir ce projet et puis on va le maturer. On va affiner le business plan et on va avoir un regard croisé de 5 personnes, 5 professionnels bénévoles qui vont faire vraiment un tour d'horizon à 360 du projet, valider comme le fait un banquier sur l'adéquation entre la personne, le projet, son modèle, etc. Et puis qu'à un moment donné, quand il va considérer que le projet est prêt, il va décider de le financer. Alors nous, on a un mode assez spécial, c'est qu'en fait, on va financer d'abord sous forme d'un prêt d'honneur. Alors un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie, qui va en fait venir compléter l'apport de la personne, parce que comme on l'a dit, dans cette activité, l'apport personnel est important. Et ce prêt d'honneur, en fait, nous, quand on va dire oui, le banquier, il va bien plus y croire derrière. Donc en général, ça multiplie énormément les chances d'obtenir le prêt bancaire derrière. Ça fait effet de levier, en fait. Et puis, ça signifie que si un porteur de projet ou une porteuse de projet n'a pas suffisamment de fonds propres, grâce au prêt d'honneur, ça va venir renforcer ses fonds propres. Tout à fait. Et nous, donc, on va prêter à la personne, en fait, et la personne va investir dans son entreprise et ça va lui permettre de développer ses fonds propres, soit sous forme de prêt bancaire, soit sous forme d'investissement. C'est important du coup de comprendre que c'est un prêt qu'on fait à la personne et non pas à l'entreprise. Tout à fait, c'est très complémentaire. En fait, le principe, c'est de permettre l'entrepreneuriat pour tous, que vous ayez plus ou moins de financement, plus ou moins de réseau. En fait, l'idée, c'est d'accompagner tout le monde, de permettre à tout le monde de se révéler dans sa propre activité. Alors, peut-être pour donner des ordres de grandeur un peu, parce qu'un plan de financement dans l'activité de café, torréfaction, ça n'a rien à voir. Donc on se trouve dans un petit village en milieu rural. Nous, on a des projets à 50 000 euros à peu près. Donc nous, on va mettre 10 000, 15 000 et puis la banque le reste. Ça peut aller jusqu'à 400 000 dans une ville comme Angers, voilà, sur un projet de reprise un peu plus importante. Et alors, je ne parle pas des prix sur Paris, parce que là, ça devient plutôt compliqué. Et puis, nous, au-delà de la fiabilité du projet, ce qui nous intéresse aussi, c'est de regarder quel est l'impact social et sociétal de ce projet. C'est-à-dire que quand on va financer le maintien ou l'ouverture d'un café dans un village, que c'est à la limite la dernière activité c'est un lieu de vie, ça va devenir un point multiservice. Et donc ça, pour nous, c'est très très important. Ça peut être des aventures aussi très personnelles. Nous, on a financé des projets de reconversion. Je pense notamment à une femme de 58 ans qui était aide-soignante. Après un accident professionnel, elle a changé complètement de vie dans un village dans les Hautes-Alpes. Et on l'a aidée à monter une activité de torréfaction, café. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a à faire. Et puis des projets, voilà, c'est souvent des projets, en fait, on voit quand même collectifs dans cette activité-là, contrairement à d'autres activités. Ça peut être des projets de couple. Donc c'est très important qu'on accompagne bien. Et puis, je pense qu'on parlera après de ce facteur accompagnement qui, au-delà d'un financement bien monté à l'origine, est la clé du succès également. Tout à fait. Et effectivement, on reviendra sur l'accompagnement. Mais avant cela, donc, on a vu le financement bancaire, le financement via les prêts d'honneur. Il y a d'autres possibilités, notamment, Guillaume, toi, tu es passé par une étape de levée de fonds. Alors oui, avant de parler de la levée de fonds, je voulais revenir sur ce dont vous parliez. Beaucoup d'entrepreneurs prennent ce genre d'association. Moi, je suis lauréat d'un autre réseau qui est complémentaire quelque part, qui s'appelle le réseau Entreprendre.
Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas y aller pour le prêt d'honneur. C'est pas du tout la logique. Le prêt d'honneur, c'est la cerise sur le gâteau. Qu'on en ait besoin ou pas, ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on va chercher dans un réseau comme ça. On va chercher 2 choses. La première chose, on va valider son projet. Parce que pour devenir lauréat, alors je ne connais pas les méthodes, mais pour le réseau Entreprendre en tout cas, il faut convaincre 8 chefs d'entreprise indépendamment. Donc c'est 2 heures par chef d'entreprise de la viabilité de son projet. Et le chef d'entreprise est là pour appuyer où ça fait mal. Quand on a créé son entreprise, on voit tout de suite les petites faiblesses des gens qui se lancent. Ça fait partie de l'expérience. Et donc ils appuient où ça fait mal pour voir comprendre la solidité du projet. Quand on est passé par là, le projet passe d'un 5 sur 10, on était déjà content, on gagne 2 points. Et tout de suite, on est beaucoup plus confiant dans la façon dont on explique son projet face aux banques, face aux fournisseurs, face aux clients. Et c'est une étape vraiment importante. Et le deuxième point qu'on apprend et qu'on a, c'est la crédibilité bancaire. Avec le tampon d'une association de ce type-là ou de type réseau Entreprendre, un tampon comme ça sur un dossier de financement, il passe beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il passe beaucoup plus vite auprès des banques. Je vois, moi, le jour où j'ai eu le tampon réseau Entreprendre, le dossier revenait dans les 24-48 heures sans aucun problème. Avant d'avoir le tampon, c'était plus compliqué. Voilà. Merci, en effet. Et du coup, je reviens sur la levée de fonds, sur cette expérience que tu as eue en 2019, je pense. Alors nous, on l'a fait assez rapidement. On l'a fait 1 an après l'ouverture. La levée de fonds, c'est quelque chose auquel il ne faut pas penser au départ. C'est vraiment pas du tout la logique. Maintenant, il y a des moments où si on veut faire grandir le projet, plus vite, les banques suivront pas parce que les banques suivent leur ratio. À ma grande frustration. Et quand on n'est pas dans les bons ratios, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et cet argent, elle est dispo dans les levées de fonds. Et donc, il faut apprendre ce que c'est qu'une levée de fonds. Et c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, avec énormément de complexité. Donc, il faut se renseigner, il faut en parler. Mais les principes de base, c'est qu'il faut rencontrer des gens qui croient dans le projet d'abord. Et puis ensuite, il faut se mettre d'accord sur une valorisation. Et alors là, c'est là où toute la complexité de la discussion commence. Et c'est des discussions, alors je ne vais pas aller dans le détail, c'est relativement simple mais très très compliqué en même temps, dans le sens où finalement il faut se mettre d'accord sur 3 choses, mais ces 3 choses qui sont chacun tire la couverture à soi, et tout le challenge de la levée de fonds, c'est d'avoir quelque chose de cohérent, d'équitable et qui permette à l'entreprise de fructifier pour le bien des actionnaires. Donc voilà. Pour revenir vraiment à la base, une levée de fonds, ça consiste en quoi? Aller chercher des capitaux auprès de personnes ou de... Voilà, alors des fonds d'investissement, la plupart du temps, nous, c'est ce qu'on a fait, soit ce qu'on appelle des business angels, c'est des gens qui ont un peu d'argent de côté et qui veulent investir dans quelque chose, soit c'est ce qu'on appelle du love money, c'est souvent la première étape. Le love money, c'est la famille, les amis qui veulent investir parce qu'ils croient dans le projet. Donc les étapes, c'est love money, family office, et puis derrière, fonds d'investissement. Et donc voilà, le but c'est de donner des parts de la société contre de l'argent qui va être réinvesti dans la croissance de la société. Super. Et en effet, tu me confirmes que c'est une étape à laquelle on pense dans un second temps et rarement au démarrage de l'activité. Alors c'est une étape auquel on pense après. Maintenant, comme les banques, mon oncle qui est expert comptable m'a donné un conseil un jour que j'ai pas compris tout de suite, mais alors maintenant je peux vous dire que je le comprends très très bien. Il m'a dit, quand tu n'as pas besoin d'argent, tu vas en chercher. Et c'est vraiment vrai. Les banques, quand vous n'avez pas besoin d'argent, les banques, quand vous n'avez pas besoin d'argent, elles seront toujours là. Le jour où vous avez besoin d'argent, il n'y a plus personne pour vous en prêter. Donc il faut anticiper les besoins, il ne faut pas attendre la dernière minute, que ce soit pour le côté bancaire ou que ce soit pour la partie levée de fonds. Alors, juste, Séverine, tu me permets de rebondir là-dessus. Alors, petite anecdote, dans le plan de financement, on prévoit toujours de la trésorerie. Et ça fait partie de quelque chose qu'on enseigne dans le parcours du business plan.
Et également, quand vous allez lever des fonds et que vous allez emprunter auprès de votre banque, moi je vous conseille toujours dès le départ de négocier un découvert. C'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de découvert au départ, mais vous serez toujours en position de force au moment de négocier avec votre banquier l'ouverture de votre compte bancaire. Négocier dès le départ un découvert, parce que le jour où vous serez à découvert et que vous aurez besoin de négocier votre découvert, ça ne sera pas du tout le même rapport de force. J'allais confirmer ce que disait Marie-Hélène. Ça fait partie des choses que nous, au niveau de Crédit Pro, on sollicite systématiquement un découvert. Et j'ai même encore plus loin, on sollicite aussi ce qu'on appelle un relais TVA. Et pour confirmer ce que disait tout à l'heure concernant les problèmes de levée de fonds, on a ce qu'a fait l'État ces 10 derniers mois sur le PGE. On a beaucoup d'entrepreneurs, le prêt garanti par l'État. On a beaucoup d'entrepreneurs qui, même s'ils n'avaient pas besoin de trésorerie, sont allés chercher un PGE à juste titre, en offre, à juste titre, justement pour prévoir les problématiques futures ou les investissements futurs. Tu as parlé de relais TVA, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Alors le relais TVA, ça permet à l'entrepreneur ou au prospect qui vient nous voir d'éviter de décaisser de l'argent de la trésorerie. C'est la banque qui décaissera cette trésorerie à sa place. Et une fois que la TVA sera récupérée par le comptable de l'entrepreneur, l'entrepreneur annulera, remboursera ce crédit TVA auprès des banques. Ça, on le sollicite systématiquement. On a des moyennes de relais TVA sur les petits dossiers qui peuvent aller de 10 000 jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000. Et ça, c'est très important de solliciter en amont. Ça, c'est des choses que les banquiers ne vous parleront jamais. Nous, Crédit Pro, par contre, on le sollicite systématiquement et on l'obtient. Tout à fait. Encore une fois, d'où l'intérêt d'être accompagné. Tu disais, Marie-Hélène, que toi, au début de ton parcours entrepreneurial, tu n'as pas été formée, enfin, tu as passé ce parcours seul, ce qui ne t'a pas empêché de réussir à ouvrir ton lieu. Mais qu'est-ce qui, en particulier, aurait pu te faire gagner du temps si tu étais passé par une étape de formation ou d'accompagnement ? Alors effectivement, moi à l'époque, je n'avais pas été accompagnée par une formation faite par des professionnels de la restauration et des coffee shops. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir un discours, un peu ce que disait Guillaume, c'est d'aller voir les gens, de les rencontrer et de partager l'expérience. Ça, je l'ai fait. Mais vous ne pouvez pas demander à un patron de coffee shop ou à un torréfacteur de vous accompagner gracieusement et pendant tout votre projet. Il va partager avec vous quelques petites astuces, mais il ne va pas pouvoir vous accompagner sur le long terme. Et je trouve aujourd'hui ce que l'on fait, que ce soit à Mon Petit Business ou Quark Consulting, c'est qu'on essaye, puisque nous sommes Séverine et moi-même des anciennes restauratrices, moi Coffee Shop et Séverine Salon de thé, c'est qu'on a ce parcours d'entrepreneuriat, mais ce quotidien en tant que commerçant. Et ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose je trouve très important, c'est de pouvoir à la fois vous accompagner côté théorique et se faire accompagner côté chiffres, concepts, démarches des banques, etc. Mais après, c'est partager notre expérience. C'est-à-dire que moi, j'adore la cuisine, j'adore le café. Donc, j'adore pouvoir échanger sur quel va être votre menu. Comment vous allez vous équiper, avec quelle machine, quel est le moulin que vous allez utiliser, chez quel torréfacteur vous allez chercher, et voilà. Et donc c'est aussi de vous challenger dans votre concept en rentrant dans le détail, parce que pour l'avoir vécu, moi au départ j'étais pas cuisinière et j'avais comme projet d'avoir quelqu'un en cuisine, mais dans la restauration, un patron doit savoir tout faire. Et à un moment donné, je me suis retrouvée en cuisine à sortir 50 brunchs le dimanche. Il fallait le faire, je l'ai fait. Et donc, c'est un peu cette expérience-là qu'on vous fait partager dans un parcours entrepreneuriat qui est complet, aussi bien en théorie qu'en pratique. Guillaume disait à très juste titre tout à l'heure que dans un réseau d'accompagnement, c'est pas seulement le prêt d'honneur qu'on va chercher, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Patricia, qu'est-ce qu'on va chercher dans
dans un réseau d'entrepreneurs, dans un réseau d'accompagnement? Dans la réussite d'un projet professionnel, c'est sûr qu'il y a le plan de financement, mais c'est loin d'être suffisant. En fait, à la clé, c'est ne jamais rester seul, se faire toujours accompagner. Ce que tu disais sur le challenge avant, c'est aussi vrai après la création de l'entreprise, parce que c'est que le début de l'aventure, hein, c'est pas le point d'arrivée. Et puis aussi bien penser à bien connaître son tissu économique, social, local. Et donc un réseau, c'est ça. En fait, ça va être un challenge permanent, des rencontres, des échanges qui, après la création, vont avoir un suivi, un regard bienveillant, là encore, sur le projet. Détecter peut-être les besoins d'accompagnement un peu spécifiques, soit autour de la personne, soit autour d'une activité commerciale, soit autour du numérique. En fait, c'est d'avoir toujours, parce que quand on est chef d'entreprise, quand on crée sur une entreprise, on est sur tous les fronts et on est le nez dans le guidon. Il y a des fois, on peut manquer un peu de recul et donc du coup, c'est bien par moment de se dire, tiens, je vais me poser 1 heure, tiens, je vais aller voir un peu le réseau, échanger, de prendre du recul et d'oser échanger entre pairs sur ce qu'on a fait, les points qui nous titillent un peu, et puis du coup d'aller solliciter des appuis. Donc nous, c'est un réseau, comme le réseau Entreprendre, hein, c'est pareil, c'est un réseau où ce sont des chefs d'entreprise bénévoles qui sont là, donc qui vont accompagner les créateurs d'entreprises. Donc nous, on a 2 types de suivi. On a un suivi assez light qui est de toute façon obligatoire, nous, dans les 3 premières années. Et puis, ça peut être aussi, quand on détecte un besoin un peu renforcé, on a un système de parrainage. Donc, on a des parrains, marraines, qui vont, en fonction de la demande du créateur, les accompagner un peu plus sur la durée, plus souvent. Et on va le choisir en fonction des besoins qui auront été détectés, qui auront été émis. Alors, en général, on ne recommande pas que ce soit sur la même activité. Parce que, alors ça peut être le cas, peut y avoir un besoin, mais quand on est dans la même activité, peut y avoir toujours un peu une tendance à vouloir se projeter, à recalquer ce qu'on a fait, etc. Là, nous, on intervient sur le management d'un projet. Donc en fait, ça marche quelle que soit l'activité qu'on a créée, c'est des réflexes, comme tu le disais. C'est un accompagnement vraiment à 360. Donc vraiment, ne pas rester seul, se faire accompagner. Et puis, dans la vie, on a plus ou moins de réseaux. C'est aussi se créer son propre réseau. La création et le business, ça marche comme ça. Donc, il faut aussi bien intégrer son tissu économique local parce qu'on peut en avoir besoin dans des moments difficiles. Tu disais ne pas rester seul, se faire accompagner. On a coutume de dire, nous, les accompagnateurs, accompagnatrices, que la solitude est le premier ennemi de l'entrepreneur. Guillaume, toi, tu as entrepris en couple. Est-ce que tu as moins ressenti cette solitude du fait d'avoir entrepris avec ton épouse? Alors, ma femme n'est pas là, donc je peux partager. Non, ça reste l'entrepreneur, celui qui gère la boîte, ça reste de la solitude parce qu'on ne peut jamais tout partager. Le but, c'est de motiver avant tout, donc ça veut dire que tout n'est pas bon à partager. Mais le fait d'entreprendre en couple, c'est, je pense, encore plus dur avec le recul parce que c'est important de s'accorder des pauses, des breaks où on pense à autre chose. Et quand on est un couple à se lancer dans l'aventure, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. On en parle tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est contre-productif à la fin. Donc je ne le conseille pas. Je l'ai fait et on a trouvé un rythme de travail, mais ça prend du temps d'apprendre à travailler ensemble. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vit ensemble, qu'on a des enfants ensemble, qu'on sait travailler ensemble. Donc il y a une grosse phase d'apprentissage qui est dure. Et que je conseille à personne. Maintenant, nous, ça se passe très bien, on est très contents, mais toutes les phases n'ont pas été aussi simples. D'accord. Philippe, est-ce que tu nous confirmes que bénéficier d'accompagnement, de formation, ça va avoir un réel impact sur le potentiel de financement du projet? Oh, oui, complètement. À travers ce qu'on vient de dire là, c'est clairement le cas. Et nous, on intervient effectivement aussi en accompagnant. Il n'y a jamais de questions inutiles. On est là vraiment pour aider l'accompagnateur.
et le prospect dans son financement. Et c'est ce qui est un petit peu la synthèse de ce métier-là, c'est que ça fait appel à plein de choses. Donc en fait, c'est la somme de tout ce qu'on vient d'entendre qui fait que nous, derrière, on pourra bien travailler, bien accompagner. Et voilà, moi, j'ai eu le plaisir de travailler sur des dossiers qui ont été faits par divers entrepreneurs. On voit que les choses ont été bien travaillées en amont. Bon, nous, on arrive pour apporter une valeur ajoutée sur certaines choses. Voilà, mais globalement, il ne faut pas rester seul, c'est clair. C'est vraiment un parcours qui est compliqué, qui peut être usant, et nous, on est là vraiment pour cadrer les choses. Et globalement, tu es plutôt optimiste sur les mois à venir en termes de financement. Est-ce que ça repart, toi qui es aux premières loges, pour voir les financements des projets ? Alors oui, clairement, depuis le milieu, à la fin de l'été, on sent de nouveau qu'on a des entrepreneurs qui viennent, qui ont des envies, qu'il y a des promesses qui se signent. On a des entrepreneurs qui sont de plus en plus jeunes, qui n'hésitent pas à se lancer. Non, c'est très positif. Donc moi, je suis très optimiste pour les mois et pour les mois qui viennent. En tout cas, il faut l'être, hein, c'est clair. Super. Merci beaucoup à tous les quatre. Il nous reste 5 petites minutes pour clore cette conférence. Est-ce que quelqu'un a des questions ? On peut prendre 3 ou 4 questions pour nos intervenants. Oui, j'ai quelqu'un juste devant moi. Je passe mon micro ? Je passe le mien ? Ouais. Parfait. Bonjour. Moi, j'avais une question très précise sur les financements qui viennent du plan de relance, là. C'est si on est un porteur de projet, sur quoi est-ce qu'on devrait se pencher sur le plan de relance, où il n'y a pas grand-chose qui est intéressant pour nous en ce moment? Je suis navré, j'ai pas très bien compris. Au sujet du En fait, les financements du plan de relance en tant que tel, ils passent par les financeurs classiques. Donc, ce n'est pas une ligne à aller chercher en direct. Vous allez les trouver dans les différents réseaux. Nous, on peut distribuer d'un certain nombre de plans de relance. On est partenaire de BPI France, le réseau Entreprendre aussi. Donc tous ces fonds-là, il faut que vous alliez les chercher via quand même les réseaux. C'est plus facile, ou via les crédits. Ce n'est pas une ligne en direct. D'accord. Pardon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait lire avant d'aller vous voir, quoi? Je veux dire, il y a des dispositifs spécifiques qui peuvent s'appliquer aux porteurs de projets, où on peut arriver un peu avec une page blanche et aller discuter avec vous. Oui, effectivement, pour préciser un peu la question, c'est vrai, est-ce qu'il y a des conditions d'accès? Est-ce que le porteur de projet doit déjà préparer des choses avant d'aller vers un réseau, ou est-ce que il arrive avec son idée et puis c'est bon? Alors, il faut monter quand même son projet d'entreprise. Donc c'est important d'aller voir des réseaux comme vous, parce que entre l'idée et le projet d'entreprise, c'est pas la même chose. Nous, on va intervenir quand il y a déjà un projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un descriptif de l'activité que vous projetez, que vous avez pré-identifié un local, que vous avez monté votre projection financière. C'est là que nous, on va intervenir. Donc c'est toute une étape à travailler avant avec des organismes comme vous avez là, qui vont vous aider justement à maturer ça. Où il y a également BGE qui aide à faire ça. Nous, dans les territoires, on travaille beaucoup avec eux. Ça permet de passer de l'idée à projet entrepreneurial. Il nous reste 3 petites minutes. Merci. Oui, bonjour, merci pour toutes ces infos. J'envisage de me lancer dans la torréfaction. Est-ce que vous apportez de la crédibilité si je teste mon projet sur les marchés avant d'ouvrir une boutique, par exemple? Donc, la question, c'est faire un test, je ne sais pas si tout le monde a entendu, tester donc le concept en vendant sur les marchés avant de se lancer en vrai. Et ça veut dire qu'il y a déjà quand même une entreprise qui est créée. Donc je sais. Alors après, ça va dépendre de l'activité. Je ne sais pas si vous le conseillez, vous, en tant que plus spécialiste de ce secteur-là. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est toute expérience est bonne à prendre. Donc, si tu as la possibilité déjà de torréfier, peut-être en co-torréfaction,
et te créer déjà une petite image de marque et de faire un petit statut auto-entrepreneur et commencer à aller vendre ton café sur les marchés, oui, c'est une bonne idée. Ça va déjà te donner une bonne idée du travail qu'il faut effectuer, comment tu vas te positionner au niveau de tes clients. Donc oui, tout ça pour moi c'est hyper bénéfique. Moi je dis simplement attention pour ceux qui ont un peu d'économie, qui vont constituer leur rapport personnel. Votre rapport personnel, c'est la base pour votre financement. C'est la base pour aller chercher des capitaux auprès du banquier. Donc si vous prenez vos économies et vous les dépensez sur un projet pendant 1 an pour tester, vous n'aurez plus rien. Donc vous n'aurez plus ce levier pour aller chercher des financements. Donc soyez très judicieux dans l'argent que vous placez en test. Dites-vous, peut-être je vais dépenser 5 000 €, mais je ne dépense pas tout mon apport, parce que votre apport, comme le disaient Philippe et Patricia, c'est ça qui va vous permettre d'aller chercher du financement. Donc le ratio 30%, ça va être votre effet de levier. Donc si vous avez consommé tout votre apport personnel sur des tests, vous n'aurez pas de financement. Oui, mais si notre projet, c'est la première étape de notre projet, par exemple. On va voir la banque, on dit pendant 1 ou 2 ans, on fait du marché et après on ouvre la boutique. Si ça fait partie en fait du business plan que vous avez proposé et que voilà après examen ça peut le faire, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à la création générale il faut bien dimensionner, comme le disait Marie-Hélène, à la base. Et en général sur les 3 premières années vous n'avez pas 2 chances, c'est-à-dire qu'il faut que vous dimensionniez votre plan de financement pour les 3 premières années. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on va vous demander quand même une capacité de générer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir rembourser les premiers apports, que ce soit le prêt d'honneur ou le prêt bancaire. Donc, tout va dépendre de la marge et du résultat que cette activité teste. Elle va peut-être nécessiter moins d'investissement, mais il faut quand même que ça vous génère de l'activité pour vraiment faire l'amorçage. Sinon, vous ne passerez pas à la deuxième phase. Mais ce serait une très bonne question à poser à un réseau. Chaque situation est spécifique, donc allez voir un accompagnant qui regarderait dans le détail votre projet, vous apportera une réponse adaptée à votre situation. Voilà, il est 12h15, on est parfaitement à l'heure. Toute dernière question, elle est courte. Okay. Merci Séverine. Bonjour à tous et merci de votre contribution. On a parlé d'un élément très très important, je crois que c'était les ratios. On a un côté entrepreneur et un côté financement ici sur cette scène. J'aurais aimé avoir des chiffres en fait. On a parlé de marge, on a parlé je crois de part salariale. Peut-être qu'on peut aussi parler du loyer. Est-ce que vous auriez des chiffres à donner? Merci d'avance. Les chiffres sont nombreux, je peux vous donner des normes. Hein. Par exemple, les banquiers ont toujours coutume de raisonner par exemple sur la masse salariale, sur des ratios qui doivent être entre 30 et 35%. Voilà. Après, au niveau de tout ce qu'on appelle les charges externes, globalement, alors moi je suis plutôt spécialiste dans la restauration, donc je vais vous parler de la restauration qui est un métier que je connais bien. Voilà, c'est des choses que regardent les banquiers. Les ratios sont entre 20 et 25%, grand maximum. Voilà. Mais après, chaque domaine a ses propres spécificités. À partir du plan de financement et du prévisionnel sur lequel on travaillera ensemble, à partir de là, c'est moi qui déterminerai et qui regarderai exactement, très précisément, les ratios de marge. Mais c'est pour vous donner des grandes tendances. Est-ce qu'ils sont différents par rapport Sur le loyer, par exemple, régulièrement, on dit 10% du chiffre d'affaires hors taxe annuel prévisionnel. Si votre loyer, par exemple, vous envisagez un local dans lequel vous dites, tiens, c'est un local, j'ai 2 500 € de loyer par mois, votre prévisionnel de chiffre d'affaires, il va devoir être au moins de 300 000 € hors taxe sur l'année. Sinon, ça ne passera pas. Voilà, ça c'est des petits ratios.
Mais il y en a certains sur le ratio du loyer, par exemple, il est assez classique. Mais comme disait... C'est le même pour la restauration, je te confirme. Hein. 10%, Voilà. c'est normatif pour nous aussi. Hein. Voilà. Le loyer ne doit pas dépasser 10% de chiffre d'affaires. Donc attention sur faites les choses dans l'ordre. Moi, je voudrais juste, voilà, s'il y a un message à vous faire passer, ne vous précipitez pas. Faites les choses dans l'ordre. Passez par un accompagnement, allez voir les gens et surtout ne signez pas un bail commercial immédiatement avant d'avoir fait un business plan, avant d'avoir bien évalué toutes les conséquences de la prise du local. Parce qu'une fois que vous aurez signé votre bail commercial, vous serez redevable du loyer et l'argent va sortir. Et s'il ne rentre pas, ça sera problématique. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous pour votre participation et bon salon à tous.